Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, dans la continuité de la première vidéo que j'ai fait où j'ai un petit peu parlé de tout ce qui touche au private equity, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour être parmi les premiers investisseurs sur un projet. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle plus précisément des fonds d'investissement, donc les fameux hedge funds, qui eux vont avoir un rôle extrêmement important. Et il faut comprendre qu'on peut également, en tant que particulier, investir dans certains des fonds, justement, qui vont être spécialisés dans les crypto-monnaies, pas forcément que dans les crypto-monnaies, mais parfois c'est quand même plus facile d'investir dans un fonds d'investissement que d'avoir le réseau nécessaire pour investir soi-même directement dans des pré-seed, voire dans des seed. Ne serait-ce que parce que déjà, vous n'avez pas un capital qui est illimité, normalement, et donc c'est quand même plus facile d'investir dans un fonds que dans des projets de type seed ou pré-seed avec une stratégie plus ou moins similaire. Donc, bien sûr, on peut investir, comme j'ai pu l'expliquer, vu que les cartouches vont tourner aux alentours des 50 à 100K par exemple pour des pré-seed, oui, on peut investir, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que quand un fonds investit, ils ne vont pas juste faire all-in sur un projet. Alors qu'en tant que particulier, sauf si on a vraiment un capital qui est important, ça va être compliqué de mettre une dizaine de cartouches à chaque fois entre 50 et 100K sur 10, 20, 30, 40 projets pour essayer un petit peu de limiter son risque, tout comme pour le coup va le faire un fonds d'investissement. Donc, déjà, pour essayer de comprendre un petit peu, donc vous savez, je vous rappelle que si vous n'avez pas vu la vidéo sur donc la première vidéo que j'ai faite, allez la voir, c'est important parce que là, c'est vraiment une continuité. Donc, vous savez à quelle étape va intervenir des fonds. Je précise quand même que ce que je n'ai pas dit dans la première vidéo, c'est que les fonds peuvent également intervenir dans des pré-seed. Alors, tout va dépendre des pré-seed, bien évidemment. Certaines, ça va être compliqué de faire rentrer des fonds parce qu'on ne veut pas forcément lever trop d'argent trop vite. Et en plus, peut-être que parfois, on n'a pas besoin. On va juste faire jouer un petit peu son réseau. Ça va être largement suffisant pour développer d'abord un projet parce que ça va être quand même plus compliqué de réussir à faire investir des fonds juste sur une idée. Bon, sauf si vraiment on a un gros réseau et qu'on connaît déjà des personnes ou même des fonds directement qui vont être susceptibles de pouvoir investir. Mais sinon, c'est un peu plus compliqué. C'est largement possible. Il y a pas mal de projets qui arrivent déjà, ne serait-ce qu'à une étape de pré-seed, d'avoir des fonds qui vont directement investir dedans, c'est totalement possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. Donc, quels sont les avantages d'investir dans un fonds d'investissement? Donc déjà, le but, c'est qu'on va s'exposer à une stratégie qui est très difficilement réplicable d'un point de vue personnel, donc pour un particulier. Donc c'est quoi en gros une stratégie pour un fonds d'investissement? Donc pour vraiment bien comprendre, comment ça fonctionne du début à la fin? Donc, bon, on va prendre un fonds, n'importe lequel, peu importe. Par exemple, on va prendre un des plus connus dans la crypto-monnaie qui s'appelle le fonds de Pantera Capital. Donc, Pantera Capital, eux, ils vont faire des fonds. Donc, il y a le fonds 1, 2, 3, 4, peu importe, dans lequel ils vont définir une somme qu'ils veulent lever avec un ticket minimal et une stratégie. Voilà. Dans quoi est-ce qu'on va investir, dans quel type de secteur, etc. Et donc, tout ça ensuite va être défini et ils vont ouvrir les portes pour ce fonds-là aux investisseurs. Donc, en général, pour des fonds qui n'ont pas, on va dire, une énorme renommée, qui viennent de se lancer, qui sont un peu petits, comme ça avait été le cas pour Pantera dans les années 2014-2015, parce que c'est un fonds qui existe depuis déjà un bon petit moment. À cette époque-là, dites-vous qu'un ticket pour rentrer dans Pantera, ça tournait entre 200 et 300 000 $. Et grosso modo, alors là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, ils ont dû lever quand même pas mal d'argent, plusieurs dizaines de millions, sans aucun problème. Donc là, on est sur des fonds qui sont plus ou moins accessible. Ensuite, ça devient beaucoup plus difficile dès que le fonds commence à avoir une certaine notoriété, dès qu'il y a un track record et un historique, donc ça veut dire que c'est encore plus facile de le mettre en avant. Là, les tickets peuvent s'envoler jusqu'à 500 000 voire $1 million, même plusieurs millions de dollars. Pour le coup, j'ai déjà eu des opportunités sur des fonds où il fallait mettre des tickets à 2 millions minimum. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? De la même manière que pour les projets crypto, ils veulent limiter le nombre de clients. Ils ne veulent pas avoir à gérer des milliers de clients. Ils veulent gérer
le moins de clients possible et donc ils vont, au fur et à mesure qu'ils peuvent se le permettre, augmenter le ticket d'entrée. Donc Pantera, par exemple, il y a 3-4 ans, quand ils faisaient des nouveaux fonds, on pouvait investir avec un ticket entre 200 et 300K. Le dernier fonds qu'ils ont fait, je crois que c'était en 2022, c'était 1 million minimum. Donc vous voyez qu'il y a quand même une sacrée évolution. Et ils ont levé, je crois, 1 milliard, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour le coup, vous voyez que, bon, il y a quand même pas mal de clients, mais mine de rien, vu la somme levée, ils n'ont pas tant de clients que ça. Parce qu'après, il faut les gérer, ces clients. Il faut leur envoyer des rapports, faut assurer du support, il faut assurer après une redistribution pour le coup de la performance, etc., etc. Donc déjà, par rapport au ticket d'entrée, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais c'est plus accessible que d'investir dans des seeds ou des pré-seeds, car vous n'avez pas besoin d'avoir de réseau. C'est eux qui vont s'occuper justement d'avoir le réseau. Et c'est pour ça que plus un fonds va être plébiscité, va être connu, et plus on sait qu'il aura un réseau large, et donc plus il aura d'allocations dans les projets les plus en vogue. Et Pantera, par exemple, ils font partie des investisseurs dans les plus gros projets crypto. Et notamment, on pourrait citer des plateformes d'échange comme Coinbase, comme Kraken. Ils étaient déjà investisseurs dans ces projets à cette époque-là. Et ils ont également été investisseurs dans beaucoup de gros projets crypto, que ce soit de la DeFi ou autres, qui ont eu des très très gros succès. Donc forcément, plus un fonds va avoir une renommée, plus c'est aussi important pour un projet d'avoir ce genre de fonds. Parce que clairement, après, c'est même pour la vitrine du projet. Mettre que Pantera ou Coinbase a investi dans son projet, c'est honnêtement un gage de crédibilité et un gage commercial qui est hyper puissant. Donc forcément que ces fonds-là, ils auront beaucoup plus de chances d'avoir des bonnes allocations que d'autres fonds. Parce qu'après, il y a aussi une guéguerre entre fonds pour le coup, parce qu'en général, il y a toujours plus de demandes que d'offres pour investir dans des pré-seeds et des seeds. Et c'est même requis. Parce que si c'est la porte ouverte pour que tout le monde puisse investir, en général, les projets vont lever beaucoup trop de fonds, ce qui n'est pas forcément une très très bonne idée. Donc, déjà, vous avez un petit peu les conditions par rapport au ticket. Ensuite, il faut comprendre que quand on part sur un investissement dans un fonds, on part sur un investissement sur du très long terme. Et ça, la plupart des gens, ils ne sont pas habitués à ça. Un fonds d'investissement, vous n'avez aucun retour avant au minimum 5 ans. Et il faut comprendre que quand on investit, c'est en général pour 10 ans. C'est même de manière globale pour n'importe quel fonds, crypto ou pas crypto. En général, c'est toujours 10 ans. En fait, on signe un contrat pour 10 ans. Voilà. Il peut y avoir un exit pour le coup et donc une distribution de performance avant. Mais en général, ce n'est pas avant les 5 premières années. Voilà. Et c'est là où, si jamais il y a une belle plus-value et il y a des projets qui souhaitent vendre, ils vont éventuellement vendre et redistribuer une partie aux investisseurs, mais ce qui n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation pour le fonds de distribuer. En général, s'ils peuvent se le permettre, ils le font, mais ce n'est pas obligatoire. Donc on part vraiment sur un investissement de très long terme. Et ça déjà, la plupart des gens ne sont pas habitués à ça parce qu'il y a un énorme problème, c'est le problème de liquidité. Vos fonds, ils sont bloqués et vous ne pouvez plus rien faire. Alors, techniquement, on peut quand même revendre sa part de fonds, mais c'est un peu compliqué. Il faut voir si en plus le fonds, ils acceptent ça ou pas. Donc, on peut éventuellement faire, mais c'est un peu compliqué pour le coup de vendre ça parce que ce sera soit de gré à gré, soit vous passez par un intermédiaire, mais qui prendra, à mon avis, des frais au passage. Donc, vous serez un peu perdant. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Quand on investit dans un fonds d'investissement, c'est vraiment pour y rester jusqu'au bout. Donc, ça veut dire pour 10 ans. Donc, déjà, vous comprenez bien que les conditions, elles ne sont pas évidentes. Il faut d'abord mettre un ticket qui peut être assez important en fonction du capital de chacun. Et en plus de ça, on part sur 10 ans. Voilà. Donc, ça, c'est déjà les choses à vraiment bien comprendre. Maintenant, pourquoi c'est intéressant de le faire en passant par un fonds et non pas directement soi-même? Pour une seule raison. Non, je dirais deux raisons. Donc la première, c'est le réseau. Comme j'ai pu vous le dire, si vous n'avez pas de réseau, vous n'aurez aucune allocation, ni en pré-seed, ni en seed. Donc déjà, vous n'aurez rien pour investir. Premier point, qui est quand même assez important pour le coup. Et deuxième point, quand bien même vous avez une allocation, le souci, c'est que vous ne pourrez pas gérer le risque de la même manière que le fait un fonds. Donc, c'est quoi la stratégie d'un fonds de manière globale? Bien sûr, ça va varier en fonction des fonds, en fonction de leur stratégie. Il y aura des stratégies qui vont être plus agressives que d'autres.
En investissant par exemple dans des pré-seed ou des seed, on est beaucoup plus agressif qu'en investissant dans des séries A, B, C ou D par exemple. Donc tout va dépendre de quand est-ce que le fonds va investir dans le projet. Est-ce que c'est au tout début? Est-ce que c'est après des premières levées de fonds? Ou est-ce que c'est juste avant un lancement? Par exemple, juste avant une ICO. Parce que là, le niveau de risque n'est pas du tout le même, comme vous vous en doutez. Donc pour le coup, il y aura des stratégies différentes, mais ça qui vont être détaillées pour chacun des fonds. Et donc, un fonds, quand il investit, par exemple, dans des pré-seed et dans des seed, on va dire au bas mot qu'il va faire un mix entre 30 à 40% sur du pré-seed, plus ensuite 60-70% sur du seed. Et il va investir en moyenne, ça ne reste qu'une moyenne, mais en général c'est à peu près ça, il va investir en moyenne dans 50 projets. Donc pourquoi est-ce qu'il va investir dans autant de projets? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand on investit de manière aussi précoce dans un projet, on a beau être un fonds avec beaucoup de moyens, on n'est pas devin pour autant. Et donc on a un taux d'échec qui va être extrêmement élevé. Il faut comprendre que la moitié des projets ne vont rien rapporter. D'accord? Et c'est même plus que la moitié en réalité. Et il faut comprendre que quand un fonds va justement investir dans une cinquantaine de projets, c'est qu'en gros, pour qu'une bonne moitié, ils le savent d'avance, ne va rien donner. Donc ce sera une perte d'argent. Une autre bonne grosse partie, on va dire, si c'est 50% qui vont faire un échec, il y aura 40% qui ne vont pas faire grand-chose. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de perte, il y aura un peu de plus-value, mais il n'y aura rien de waouh, il n'y aura rien de dingue. Et il y aura quelques pourcents, donc quelques projets, grosso modo, qui eux vont exploser. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, en gros, pour qu'un fonds soit capable de délivrer au bout de 10 ans une belle performance, dans les 50 projets, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 pépites. 2 ou 3 projets qui ont été achetés en pré-seed et en seed, qui ont complètement explosé, qui ont fait une ICO de dingue, qui a un projet qui a réussi à créer beaucoup de hype, qui va être listé sur les plus grosses plateformes et dont tout le monde va parler. Et s'il n'y a pas de pépites comme ça, la perf sera honnêtement très mauvaise. Elle sera très mauvaise parce que c'est ça qui est déterminant. Et c'est là en fait où on peut passer d'un fonds qui fera peut-être au bout de 10 ans, qui fera un x2 ou un x3, ce qui n'est pas... honnêtement par rapport au risque pris, ce qui n'est pas waouh, à un fonds qui va faire x5, x10, parce que parfois un projet peut faire toute la différence. On peut passer d'un projet, on a investi dedans, il valait quelques millions, et au bout de 10 ans, ça vaut des milliards. Et c'est là où c'est le jackpot. Donc ça, il faut le comprendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que particulier, si on veut être capable d'investir dans des pépites comme ça, de la même manière que les fonds, donc en gérant le risque comme le font les fonds, il faut réussir à investir dans une pépite. Donc les fonds, ils vont investir dans entre 30 et 50 projets pour réussir à avoir quelques pépites. Est-ce que vous pensez qu'en tant que particulier, vous serez capable, avec seulement quelques projets, parce que vous n'avez pas, j'estime que vous n'aurez pas un capital illimité, donc si vous investissez en fait dans 2-3 pré-seed, est-ce que vous pensez que vous avez les chances de votre côté? Donc la réponse est non, bien évidemment. Ça veut dire que les fonds, ils ont plus de moyens que vous. Donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de moyens d'analyser les projets, même si bien évidemment parfois il y a des investissements qui sont faits complètement à l'aveugle, on ne se le cache pas. On l'a vu avec FTX, où grosso modo on vérifie un petit peu au final. Mais après c'est souvent l'effet moutonnier, même envers les fonds pour le coup. Il y a tel fonds qui investit dans tel projet, ben tiens, moi aussi je veux foutre mon ticket dedans. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça aussi que ça fonctionne. Donc c'est pas, faut pas uniquement se dire, ils vont faire des analyses extrêmement poussées, extrêmement détaillées, ils vont rencontrer toutes les équipes des projets, etc. Non, c'est absolument pas comme ça que ça se passe pour le coup. Peut-être que quand il y a des gros tickets à mettre de plusieurs millions, il y a un effort qui est fait. Mais quand il y a des petits tickets pour un fonds de 50 ou de 100K par exemple, sur un fonds par exemple à 100 millions, ils ne vont pas s'embêter pour le coup à aller faire des grosses recherches. Ils vont mettre plein de petits tickets comme ça et ils vont se dire que de toute façon, il y en aura peut-être un qui va exploser. Et là, ce sera intéressant. Donc, ce qui est normal, parce que si on a par exemple un fonds à 100 millions, on ne va pas passer des semaines entières et mettre beaucoup de ressources pour analyser un projet dans lequel on n'aura qu'une allocation de 100 ou 200K par exemple. Ça n'a absolument pas de sens. Donc, c'est sûrement aussi comme ça qu'on s'est retrouvé avec des FTX qui ont été investis dans pas mal de fonds.
mais aussi l'effet moutonnier. Voilà, ah ben tiens, le fonds de Pantera a investi, donc moi aussi je veux investir, parce que pour le coup, ça va aussi pour la crédibilité du fonds. Si un fonds n'arrive pas à investir dans les principaux projets, ça va être compliqué pour après le mettre en avant. Parce que qu'est-ce qui fait la réussite commerciale d'un fonds pour qu'après il puisse refaire d'autres fonds et d'autres levées de fonds? C'est de dire, moi j'ai investi dans telle pépite. Parce que c'est ça qui va intéresser les gens. C'est de se dire, ok, ils ont déjà réussi à investir dans du Coinbase, dans du Kraken, dans les principaux projets, par exemple comme Uniswap, Compound, etc. etc. C'est ça en fait qu'ils vont être capables de mettre ensuite en avant pour pouvoir faire des fonds beaucoup plus gros. Parce que bien évidemment qu'après il y a un intérêt financier, on ne se le cache pas. Les fonds se rémunèrent, ils vont se rémunérer en frais de gestion, mais ils vont également se rémunérer ensuite sur la performance qui va être réalisée. Donc pour le coup, c'est aussi dans leur intérêt de performer, certes, mais aussi de lever beaucoup d'argent. Donc après, ça peut également vite devenir contre-intuitif. Ça veut dire que si un fonds lève trop d'argent, moi j'estime que c'est problématique. Par exemple, là, quand j'ai vu la dernière levée de fonds de Pantera, où en gros le ticket était à 1 million, qu'à la base ils avaient prévu, je crois, 600, 700 millions et qu'ils ont monté à 1 milliard, ça veut dire qu'il y avait tellement de demandes, malgré un ticket élevé, qu'ils ont quand même pu lever 1 milliard. Mais le problème après, il est où ? C'est que les projets ne sont pas illimités. Et les fonds, il faut les investir. Et le problème, c'est que si on a trop d'argent, on va mettre énormément de temps à l'investir. Parce qu'il faut comprendre qu'un fonds n'investira pas comme ça en quelques semaines. Ça prendra des années. En gros, le principe de fonctionnement, il est que quand vous allez investir dans un fonds, vous n'allez pas placer tout l'argent tout de suite. Ça veut dire que si le ticket il est à 1 million, il y aura ce qu'on appelle des appels de fonds. Et les appels de fonds qui vont durer peut-être sur 2 ans. Donc ça veut dire qu'en gros, ils se donnent 2 ans pour trouver suffisamment de bons projets pour investir. Et même parfois, ils ne vont pas utiliser tout l'argent. C'est parce que, ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'il ne faut pas se forcer à investir. Donc le risque, c'est que si le fonds est trop gros, ils auront beaucoup trop de mal à avoir des allocations qui vont être suffisamment importantes pour être capables d'investir la majorité des fonds que les clients souhaitaient allouer. Donc il y aura des appels de fonds de manière mensuelle, voire trimestrielle, en fonction des besoins, parce qu'ils ont tel deal à faire, etc. Et donc déjà, vous comprenez que rien que pour investir l'argent des clients, il faut en moyenne entre 1 année, voire 2 années. Donc après, il faut que les projets commencent à créer, à développer, à continuer à faire d'autres levées de fonds qui peuvent également être vecteurs d'exit. Quand un projet, par exemple, dans lequel on a investi, par exemple, dans une précide, quand il va faire d'autres levées de fonds, ça va d'une part augmenter sa valorisation, mais ça peut aussi être vecteur de sortie. Si on veut vendre certaines de ses parts ou de ses tokens, si on le peut, à d'autres personnes qui veulent investir à un instant T, par exemple. Donc ça peut être des moyens de sortie, mais il faut quand même comprendre qu'en général, les tokens, si c'est des tokens, ils vont être bloqués, et même les actions, il y aura des blocages également. Donc un fonds ne pourra pas juste vendre comme ça. Il y aura plein de conditions qui vont le contraindre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que client, quand vous allez investir dans un fonds, même si ce fonds va avoir des tokens, même si en général ils ne vont jamais acheter que des tokens, hein, ils vont juste mixer entre beaucoup directement d'actions, donc de parts dans une entreprise, et parfois ils vont négocier également des deals pour avoir un peu de tokens, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tokens vont être rarement distribués aux clients pour un souci de simplicité et surtout de facilité de gestion de la comptabilité. Parce que le problème, c'est que le token, il faut le valoriser. Il faut le valoriser à un instant T, donc c'est plus compliqué. Et donc ce que font les fonds en général, c'est qu'ils ne vont jamais distribuer de tokens, ils vont les vendre et distribuer directement du cash, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc ça également, il faut le prendre en compte. Si vous investissez en fait dans un fonds pour récupérer des tokens, très souvent, vous n'aurez pas de tokens. Voilà. Alors parfois, ils peuvent quand même le faire. Ils peuvent distribuer à leurs clients quelques tokens, mais c'est honnêtement pas souvent le cas. Donc ensuite, ce qu'il faut comprendre également, c'est que pour investir dans un fonds, il faut avoir de la liquidité qui est toujours à disposition parce que les fenêtres d'investissement sont extrêmement courtes. Ça veut dire que quand il y a un fonds comme Pantera qui ouvre un nouveau fonds, par exemple le fonds 4 ou le fonds 5, c'est pendant quelques semaines. Donc ça veut dire que
vous n'aurez pas trop de temps pour cogiter, hein. En gros, pour le coup, c'est en général, vous savez déjà dans quel fonds vous voulez investir. Vous allez attendre qu'il y ait une opportunité. Et dès qu'il y aura une opportunité, il faut y aller. Parce qu'en général, il y a beaucoup de demandes. Et il y a beaucoup de paperasse également à remplir. Donc les fonds, c'est quelques semaines. Ça ouvre les portes durant quelques semaines. Et dès que le quota est atteint, boum, on ferme les portes et c'est fini. Et là, on part pour le coup pour commencer à investir les fonds des clients. Donc vous voyez que c'est vraiment des fenêtres extrêmement courtes. Alors, il existe des fonds qui sont ouverts en permanence. Et notamment, il y a un fonds chez Pantera qui existe, qui permet d'investir uniquement dans des tokens de projets crypto sous forme de seed ou de pré-seed. Donc là, vous allez me dire, ok, génial. Et avec un ticket minimum qui est assez faible, je crois qu'on est à 50 000 $ de mémoire. Et donc, là, vous allez me dire, ok, donc là, c'est génial. Et en plus de ça, on n'est pas bloqué sur 10 ans. Pour le coup, on peut sortir au bout d'une année. Là, vous allez me dire, ok, génial. Alors, le seul hic de ce fonds, c'est que déjà les frais sont très élevés, beaucoup plus que la plupart des autres fonds. On est à 3% de frais de gestion et 30% de frais de performance, mais ce n'est pas ça le plus gros du problème. Le premier problème, c'est que dans tous les cas, vous ne récupérez pas de tokens, mais que du cash. Même si eux, ils vont investir uniquement dans des tokens, ils vont les vendre pour ensuite distribuer du cash à leurs clients. Comme j'ai pu l'expliquer, en général, les fonds, ils ne s'embêtent pas avec les tokens, ils les vendent. Mais le plus gros problème, c'est toujours le même pour les fonds, l'aspect liquidité. L'aspect liquidité, pour moi, c'est un des plus gros problèmes pour les fonds d'investissement. Pourquoi? Parce que dans un marché qui est aussi cyclique que le marché crypto, ne pas être capable de définir de quand est-ce qu'on veut sortir, et ben le problème, ça nous expose à jouer à pile ou face. Ça veut dire pile, je sors en bull market, je suis gagnant. Face, je sors en bear market, je suis très très peu gagnant. Donc ça, c'est un gros problème. Et le gros du souci du fonds qui est tout le temps ouvert de Pantera pour investir en seed et pré-seed, c'est qu'il y a un préavis à donner pour sortir de 12 mois. Donc ça veut dire qu'il faut être capable d'anticiper une sortie 12 mois à l'avance. Ce qui honnêtement est impossible aujourd'hui dans le marché crypto. Ça sous-entend que par exemple une personne qui aurait correctement investi, il aurait investi en 2019. En début d'année 2020, il lance le préavis pour sortir en début d'année 2021. Et là effectivement, le timing était parfait. Mais sortir en début d'année 2020, honnêtement, c'était pas si évident que ça. Loin de là. On n'était même pas encore parti pour le coup en bull market. On est parti en bull market bien après. Et on est parti en bull market, on va dire à peu près à partir de avril-mars. On a commencé à avoir pas mal de signaux. Donc quand bien même il envoie le signal de sortie maintenant, il serait sorti en avril-mars 2021. Timing exécrable. Donc vous comprenez bien en fait que le gros du souci, c'est pour ça que moi par exemple je n'ai pas investi dans ce fonds-là, c'est le timing. Il est ingérable. C'est vraiment du pile ou face. Et le problème, c'est que si on sort sur un marché qui vient de se prendre moins 50 dans la gueule, vous avez que des tokens. Donc les tokens en plus sont encore beaucoup plus volatiles que le Bitcoin. Donc là, vous pouvez vous prendre des pertes qui sont très élevées. Alors, vous n'allez pas réellement perdre de l'argent parce que vous avez tellement acheté bas, mais vous n'allez pas gagner grand-chose. Donc au final, beaucoup de contraintes, beaucoup de frais, pour beaucoup de complexité pour sortir correctement, avec malheureusement pour moi un gros problème de liquidité. Pour les fonds plus classiques, quand ils vont juste ouvrir les portes, lever les fonds, puis après les fermer et ensuite investir sur une longue période de temps, c'est directement les fonds qui vont gérer le timing et qui vont eux-mêmes décider de vendre ou non les tokens. Donc là, vraiment, on confie la gestion totale au fonds, jusqu'au bout, jusqu'à la revente, parce que n'espérez pas avoir des tokens comme j'ai pu l'expliquer. Donc maintenant vous comprenez un petit peu mieux le principe de fonctionnement des fonds. Il faut également savoir que les perfs ne sont pas astronomiques. Ça veut dire que entre investir dans du Bitcoin ou investir dans le fonds Pantera par exemple en 2014, en réalité ceux qui ont investi dans le Bitcoin et qui sont encore aujourd'hui exposés au marché et qui n'ont pas fait n'importe quoi, ils ont fait mieux. Ça, il faut également le prendre en compte. Maintenant, bien évidemment, tout le monde n'est pas capable de correctement gérer un Bitcoin de 2014 à maintenant. Et dans la plupart des cas, en fait, il y a beaucoup de gens qui font que des conneries, qui vont vendre sur des plus bas, racheter beaucoup plus cher et qui auront une perf exécrable. Et donc, les fonds sont quand même bien meilleurs par rapport à ça. Donc, par rapport à la moyenne, je pense, des gens, les fonds sont meilleurs. Mais, je tiens quand même à préciser que
Si une personne veut acheter du Bitcoin sur une échéance de temps de 5 à 10 ans, en réalité, il peut très bien acheter maintenant. Et s'il est capable de tenir sa position sur une période aussi longue, voire de gérer son portefeuille de manière active sur une période aussi longue, à mon avis, il peut quand même faire mieux que le fonds. C'est pas sûr, hein. De nouveau, il peut y avoir des fonds qui ont des très très belles perfs parce qu'ils vont investir dans plusieurs pépites. Et parfois, ça peut arriver qu'un fonds va avoir 5, 6, 7 pépites qui vont faire exploser la performance. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et quand on voit les tickets pour entrer dans les fonds, on ne peut pas non plus se dire qu'on va investir dans 5 ou 10 fonds différents. Sauf si de nouveau, vous avez un très gros capital. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez investir dans 5, 6, 7, 8 fonds différents en mettant des tickets à 1 million à chaque fois, par exemple. Mais il faut quand même un capital assez conséquent. Et je ne recommande absolument pas d'investir tout son patrimoine en private equity. Ça reste un type d'investissement qui est extrêmement risqué à mon avis, et qui ne doit correspondre qu'à peut-être 10 ou 20% de son patrimoine global. Parce que j'estime que des investissements illiquides doivent être minoritaires dans un portefeuille. Il faut favoriser les investissements liquides. En tout cas, c'est ma stratégie à moi, parce que je gère mon portefeuille de manière beaucoup plus active. Donc j'ai ce besoin de liquidité que ne m'offrent absolument pas les fonds d'investissement. Mais après, ça, chacun fait comme il veut, mais il vaut mieux pas avoir, par exemple, la moitié de son capital sur du private equity. À mon avis, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Voilà. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Alors maintenant, je sais, certains vont me dire, oui, mais ça reste beaucoup trop cher par rapport au ticket d'entrée. Oui, c'est vrai. Et donc pour ça, il existe une solution qui est extrêmement simple, qui s'appelle le SPV. SPV, ça veut dire Special Purpose Vehicle. Je ne traduirai pas en français parce que ça n'a strictement aucun sens en traduction littérale, mais grosso modo, on va dire qu'on va créer une entreprise dont l'objectif est de faire un pool d'investisseurs. Voilà, donc c'est plutôt simple, hein. Vous allez par exemple avoir le fonds Pantera qui a un ticket à 1 million, et bien vous vous dites ok, bon moi j'ai pas envie de mettre 1 million, par contre j'ai 100 000 balles. Donc vous trouvez 10 personnes qui veulent chacun mettre 100K, ils vont tous les mettre dans une boîte où tout le monde va être à part égale, donc ça veut dire à 10% de la boîte. Et c'est la boîte en question qui va investir dans le fonds de Pantera en mettant une cartouche à 1 million. Donc c'est un moyen pour investir avec des tickets qui vont être plus faibles. On pourrait même baisser à 50 000 $ par exemple et en faisant rentrer 20 personnes. C'est aussi totalement possible pour le coup. Il faut juste trouver les personnes. Et il faudra bien comprendre également qu'on part sur un investissement extrêmement long, même si de nouveau, on peut revendre sa part sans aucun problème. Voilà, donc en vrai, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Mais il faudra quand même toujours le faire en accord avec le fonds. D'accord, c'est pas nous qui faisons ce qu'ils veulent. Les fonds, eux, ils savent très bien que vous avez créé une SPV, ils vont faire un KYC sur chacune des personnes du SPV pour le coup. Donc si quelqu'un veut sortir, il faut quand même que le fonds donne son accord et donne son accord pour la personne qui va racheter également là où les parts. Mais en tout cas, on peut réduire le ticket en passant par des entreprises qui vont faire des pools d'investisseurs. Donc ça également, c'est totalement possible et c'est même ce que moi, pour le coup, je suis en train de mettre en place pour les membres de Club Invest. Uniquement les membres de Club Invest Premium qui ont accès donc à mon groupe privé sur Discord dans lequel on partage des deals et on peut être amené justement donc à créer également des structures comme ça qui vont coûter un peu plus d'argent forcément parce qu'il y aura un peu de frais, mais c'est pas grand chose. On va peut-être rajouter 0,5% de frais de gestion par an pour le coup pour pouvoir faire ça, donc c'est pas énormissime pour le coup. Mais en tout cas voilà, donc ça également c'est une solution. Donc on peut investir dans des fonds. Ce qui peut également être super intéressant, c'est de créer des SPV qui vont pouvoir investir également dans plusieurs fonds pour essayer un petit peu de se diversifier au niveau des fonds et ne pas tout miser sur un seul parce qu'un fonds peut se tromper. Voilà. Et si jamais il n'y a aucune pépite dans les projets dans lesquels il a investi, il y aura une perf qui ne sera pas forcément excellente. Donc pour le coup, ça également, il faut le prendre en compte. Donc voilà en tout cas un petit peu le principe de fonctionnement des fonds. Alors bien sûr, après, chaque fonds va opérer sa propre stratégie. Moi, j'ai juste expliqué une stratégie globale, notamment au niveau des exits. Là, c'est vraiment à l'appréciation des fonds de décider s'ils veulent sortir ou non, bien évidemment. Après, c'est de la gestion. C'est de la gestion de fonds, ce qui reste compliqué.
Parce que voilà, un fonds a aussi un objectif de perf. Il ne peut pas juste se dire ok, un projet a fait 1x10, on va commencer à sortir, au risque au final à ce que le projet fasse 1x100 par exemple. Donc c'est pas si évident que ça. Un fonds peut faire des erreurs au final d'appréciation par rapport au timing de sortie. Il peut sortir au mauvais moment, rater pour le coup une grosse hausse, etc. C'est largement possible. Maintenant, ils vont faire ce qu'un particulier honnêtement ne sera pas capable de faire. Voilà. Donc également, je précise qu'on peut faire une SPV pour investir directement dans des pré-seed ou des seed. Mais vous aurez toujours le problème du réseau. Voilà. Honnêtement, si vous n'avez pas de réseau, vous n'aurez pas les meilleures allocations, voire vous n'aurez pas d'allocation dans les meilleurs projets. Par exemple, je me rappelle de un projet dans lequel il y a eu très très peu d'allocations. C'était par exemple une levée de fonds sur CoinList. CoinList qui était plutôt hyper hypé en 2020, 2021, 2022 pour le lancement des ICO. Je sais qu'il y a eu une levée de fonds, ils ont levé un petit peu d'argent, franchement pas beaucoup, quelques millions. Et il n'y a que franchement quelques fonds qui ont réussi à avoir une allocation à 50 ou 100K. Donc vous voyez que c'est vraiment pas énorme. Et vraiment, il faut ce réseau pour être capable d'investir. Donc en tant que particulier, si vous avez ce réseau, si vous avez le capital, c'est génial pour vous. Mais sinon, on peut se rabattre sur des fonds. Mais je précise quand même que c'est un type d'investissement qui est complètement différent que d'investir directement dans les crypto-monnaies. Et pour moi, il faut faire les deux. Ça veut dire que déléguer une partie, why not? Franchement, ça peut être intéressant. Mais moi, je reste convaincu quand même que l'aspect liquidité est un facteur important et qu'il faut avoir le plus gros de son patrimoine sur des actifs qui sont plus ou moins liquides. Alors, par liquide, j'entends pas qu'il peut être vendu comme ça en quelques heures parce que sinon on est investi que en bourse et sur le marché crypto. Mais même de l'immobilier. L'immobilier, ça peut se vendre en quelques semaines, vous voyez, parfois, voire quelques mois. Mais ça reste assez liquide si on compare ça à d'autres actifs dans lequel on sait qu'on est embarqué là-dedans pour un bon bout de temps et que ça va être très compliqué de pouvoir récupérer son capital si jamais on a des besoins X ou Y de récupérer des fonds. Voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a appris beaucoup de choses sur le principe de fonctionnement des fonds. Donc là, j'ai cité Pantera parce que c'est un fonds que je connais très très bien. Je connais des personnes qui ont investi dedans depuis même très longtemps et peut-être que s'ils regardent justement cette vidéo, il va se reconnaître. Donc, je connais quand même plutôt bien ce fonds-là. Il en existe d'autres. Il y a aussi plein de fonds qui ne sont pas ouverts au grand public, comme le fonds de Coinbase, de Binance. Ils vont directement mettre de l'argent eux-mêmes, en fait. Et ils n'ont pas besoin d'avoir l'argent de quelconque client. Donc, ils n'ont de compte à rendre à personne pour le coup. Et tant mieux pour eux. Mais en tout cas, voilà un petit peu donc beaucoup plus d'infos de ce monde qui est parfois un peu méconnu pour le coup, donc le monde du private equity et notamment dans la partie crypto. Donc j'espère que ça vous a apporté quand même pas mal d'infos sur ce monde-là. Et puis nous, écoutez, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. J'ai pas encore défini de la thématique, mais écoutez, on verra. Donc une prochaine vidéo qui sortira d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très très vite. Bye bye.